Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est le septième webinaire d'une collection plus large organisée dans le cadre du projet Climavège. Je suis Solène Le Hérisset, je travaille à VG Police Valais et on est chef de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier Anne-Monique Baudilis-Arvalis qui a piloté cette tâche et l'ensemble des participants qui ont contribué aux travaux qui vont vous être présentés ce matin. Sur la dia d'après, c'est une dia des modalités pratico-pratiques d'organisation de tout bon webinaire. Donc, pensez à couper vos micros pour la meilleure qualité. Utilisez l'onglet conversation pour poser vos questions. Ou si jamais ça marche pas, on a eu quelques retours, n'hésitez pas à lever la main au temps dédié aux questions. Ce webinaire sera enregistré et donc disponible assez rapidement en replay. Pour revenir au projet, donc sur la dia d'après, Climavège, c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Ce projet implique 80 partenaires autour de 24 tâches de recherche et d'expérimentation. Il est cofinancé par les partenaires, bien sûr, mais également par deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part, le Conseil régional de Bretagne et d'Adem d'autre part. Donc, toutes les actions sont articulées autour du triptyque que vous voyez là, eau, sol, plante, et sont de nature très diverse. Il y a à la fois des ateliers participatifs sur différentes grandes thématiques, des travaux de recherche, des travaux d'expérimentation, etc. Donc, vous l'aurez compris, là, on arrive à la fin de ce projet. C'est la raison pour laquelle cette collection de webinaires est organisée. Et je vais maintenant laisser la parole à Anne-Monique, qui, avec les partenaires, vont vous faire part de ce qui a pu être acquis autour de ces 4 années de projet. Et n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Anne-Monique, je te laisse la main. Bien, bonjour à tous. Merci de votre attention ce matin. Donc effectivement, j'ai eu la chance d'animer ce projet. Je travaille à Arvalis en Pays de la Loire. Et ce projet a été possible grâce à la forte implication des nombreux partenaires que vous voyez, dont vous voyez les logos à l'écran, et aussi les agriculteurs qui ont largement contribué à la réussite du projet et ont été très assidus à la participation des ateliers que nous allons présenter ensuite. Donc 70 agriculteurs, une dizaine dans chacun des 7 territoires qui apparaissent sur la carte, assistés ou accompagnés par leurs partenaires économiques, donc des coopératives agricoles, vous voyez les logos aussi sur la diapo, et des acteurs techniques comme la Chambre d'agriculture et des instituts techniques. Alors, qu'est-ce que nous avons fait tous ensemble? Eh bien, nous avons réfléchi, nous avons fait l'exercice de nous projeter en 2040-2060, mais c'est pas forcément évident, de manière à répondre aux questions qui apparaissent à l'écran dans chacun des territoires, donc des questions que nous avons fortement incarnées dans la réalité des territoires que je vais présenter juste après. Donc, pour ce faire, nous avons déroulé une méthode en 3 étapes qui a couplé des ateliers de réflexion et du travail et de la modélisation. Et je vais revenir sur ces étapes. Donc, la première étape, nous nous sommes réunis début 2022, fin 2021, avec chacun un groupe d'une dizaine de 10-12 personnes dans chacun des territoires qui apparaissent sur la carte. Et cette première réunion avait pour objectif de définir la ferme type de notre territoire. Donc la ferme type, c'est une exploitation agricole avec ses productions végétales en particulier, ses sols et sa météo, et tous les paramètres techniques liés à l'exploitation agricole. Nous avions 2 territoires grande culture, donc la Sarthe avec une exploitation dans des sols très superficiels avec un faible réservoir utile, donc peu de stockage de l'eau dans les sols, et donc une exploitation d'irrigation que je vais développer, donc je ne vais pas trop détailler maintenant. 2 exploitations au sud de la Vendée, toujours en système grande culture, une en agriculture conventionnelle et l'autre en agriculture biologique, avec les mêmes structures d'exploitation, mais chacune dans leur logique de débouché et de valorisation des productions. Une exploitation en culture spécialisée localisée dans la vallée de l'Authion,
avec là aussi de l'irrigation et des cultures de production de semences à haute valeur ajoutée. Et puis, quatre exploitations de polyculture élevage, une en Mayenne, deux en Bretagne et une au nord de la Vendée. Donc chacune avec leur structure propre liée au système de culture de leur territoire. Et donc c'est des exploitations avec de l'élevage bovin. Et pour la Mayenne, un atelier de volailles associé. Donc dans chacune de ces exploitations, nous avons plus particulièrement fait la focale sur les productions végétales, mais vous comprendrez bien que la présence de l'élevage a des conséquences sur les orientations à prendre, sur les assolements de cultures mis en place sur ces fermes. La deuxième étape, ça a consisté à modéliser un tableau de bord d'indicateurs qui va alimenter les réflexions de chaque groupe. On a la chance de disposer de modèles agronomiques qui nous permettent de quantifier à minima les éléments face au changement climatique. Donc le modèle d'Arvalis est implémenté dans un outil qui s'appelle Azalea et ce modèle nous permet de simuler les rendements des différentes productions végétales sous contrainte hydrique. Donc ça modélise une partie de l'aléa climatique, une partie seulement, mais une partie importante, la contrainte hydrique. C'est un modèle qui permet aussi d'intégrer un aléa économique en faisant varier les prix dans un scénario propre. Donc il y a 500 scénarios de prix possibles, ce qui nous permet d'évaluer la robustesse des résultats économiques au regard des marchés des matières premières, surtout des marchés des produits agricoles. Et puis, les données d'entrée de ce modèle, elles sont sur la gauche de la diapositive et nous les avons paramétrées avec chacun des groupes dans chacun des territoires. Donc, les sols de la région, les données de production des cultures, tout l'itinéraire technique qui nous a permis ensuite de calculer des charges, à la fois des charges opérationnelles et des charges de structure, des conduites sur les temps d'apport de l'irrigation, les dates de semis, de manière à bien modéliser le cycle des cultures. Et tout ça dans des sols de chacun des territoires et sous le climat de ces territoires. Pour le climat, nous avons travaillé sur deux périodes. Une période de référence qu'on a appelée le passé récent, 1980-2000, et une période future, 2040-2060. Les jeux de données météo qui ont été utilisés sont ceux de Météo France Trias, de manière, ces modèles nous permettent donc de comparer ces deux périodes, passé récent et futur. À partir de là, on a un certain nombre d'indicateurs qui ont pu être édités. Donc, du rendement, bien sûr, sous contrainte hydrique, et donc des indicateurs économiques qui apparaissent à l'écran. Je ne vais pas forcément trop les détailler parce qu'on va les revoir ensuite dans les résultats, mais vous voyez qu'il y a des indicateurs de résultats économiques, de reste à vivre pour l'agriculteur, des indicateurs socio-économiques avec le temps de travail, l'emploi direct, et puis la part des cultures spécialisées à haute valeur ajoutée qui dans certaines exploitations, aura tout son sens. Des indicateurs que je qualifierais peut-être plus de techniques environnementaux, donc la consommation en eau d'irrigation et la surface en herbe, la surface en prairie. L'équilibre du bilan fourrager, c'est à la fois un indicateur économique et technique. En gros, est-ce que je peux nourrir mes animaux avec les productions de fourrage sur la ferme, dans le passé et dans le futur? Et puis, deux indicateurs plus agronomiques, mais qui ont un impact sur la durabilité des exploitations. Un qui concerne l'autonomie en azote, la capacité de l'exploitation à générer des ressources fertilisantes azotées pour les cultures. Donc la part de l'élevage aura de l'importance, mais aussi la part des légumineuses dans la rotation. Et puis un qui concerne la gestion des mauvaises herbes ou la maîtrise des mauvaises herbes dans les cultures, que l'on a apprécié avec un ratio culture de printemps, culture d'automne, de manière à qualifier la facilité à gérer les mauvaises herbes dans la rotation. Donc ces tableaux de bord nous ont permis de comparer différents scénarios d'assolement, valeur actuelle ou passé récent, et puis surtout dans le futur, comment s'adapter et comment évoluent les assolements que les groupes ont proposés. Et justement, pour proposer ces scénarios d'adaptation, de meilleure adaptabilité des exploitations dans le futur, il y a bien sûr les éléments climatiques qui ont été pris en compte, mais les groupes ont très vite discuté plus largement que le climat. Donc j'ai mis quelques mots-clés sur cette diapo pour vous montrer la teneur des discussions que nous avons pu avoir et qui sont entrées en jeu
dans la définition des scénarios d'adaptation, des attentes, la prise en compte des attentes sociétales vis-à-vis de l'agriculture, la prise en compte des attentes des consommateurs et des besoins des consommateurs. Par exemple, vont-ils manger moins de viande, plus de protéines végétales? Une grosse problématique autour de la démographie et de l'emploi en agriculture et des astreintes liées à l'élevage. Et puis, bien sûr, on a commencé à travailler en 2022, période de forte inflation liée à la guerre en Ukraine, sur les intrants et les prix de l'énergie. Et donc, ces problématiques des coûts de l'énergie ont fortement animé nos débats, ainsi que l'autonomie vis-à-vis des engrais azotés. Et en sous-jacent aussi, je ne l'ai pas cité, mais elle apparaît bien à l'écran, c'est la capacité à irriguer dans le futur. Donc, quels enseignements c'est difficile de faire des grandes tendances vu la diversité des territoires, mais on a quand même essayé de le faire, donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc d'abord, il faut retenir que les productions végétales, quand on s'intéresse à cet atelier, quel que soit le territoire, quelle que soit la ferme type, elles sont fortement impactées dans le futur, quand on se projette en 2040-2060. Et pour l'illustrer, je vous présente ici la marge nette, c'est-à-dire ce qui reste à vivre pour l'agriculteur s'il vit de ses cultures uniquement, dans le climat futur, en comparaison avec ce qu'il était dans le passé récent. Vous voyez que les chiffres sont plutôt avec un moins, ils sont même tous avec un moins, quels que soient les territoires en grande culture, et ils sont particulièrement impactés dans la vallée de la Sarthe, ce qui s'explique fortement par les sols qui sont des sables superficiels très soumis aux contraintes climatiques. Quand on regarde du côté des fermes de polyculture élevage, il y a la même tendance sur les productions végétales strictes, avec des chiffres plus ou moins impactés. Donc la marge nette est dégradée particulièrement au sud Bretagne et aussi en Mayenne, en lien avec l'évolution du climat et des sols de ces exploitations. Elle est un peu moins impactée sur le bocage vendéen. Ça s'explique largement par le fait qu'il y a déjà une structure d'irrigation sur cette ferme qui permet de compenser en partie ou de pallier les étés très secs grâce à ce support de l'irrigation. Un élément convergent sur ces 4 fermes d'élevage, c'est le fait que dans le futur, si on les projette dans le futur, elles ne peuvent plus alimenter leurs troupeaux alors qu'elles le font dans le passé. Il y a un déficit chronique de fourrage dans ces exploitations, et ce qui contraint soit à acheter du fourrage à l'extérieur, soit à réduire la taille du troupeau. Donc on peut se dire, si toutes les exploitations du secteur sont soumises aux mêmes aléas climatiques, aux mêmes changements climatiques, elles seront toutes déficitaires en fourrage, donc l'achat de fourrage va devenir compliqué. Si on n'adapte pas, ça ne va pas être tenable. Autre élément transversal, de grande conclusion transversale à plusieurs groupes, c'est autour de la consommation en eau pour l'irrigation dans les exploitations qui irriguent déjà. Donc si je ne change rien et que je les projette dans le futur, donc on peut comparer 2 à 2 chacune des boîtes à moustaches ici. Ici, vous avez, exemple, la Sarthe dans le passé récent et la Sarthe dans le climat futur. Donc, étant donné que les bilans hydriques des cultures sont moins souvent satisfaits par l'eau pluviale dans le futur, la consommation, les besoins en eau d'irrigation augmentent et la consommation en eau sur nos fermes augmente. Elle est toutefois limitée par le parc matériel, parce que là, on a fait le choix de faire cette simulation à parc matériel identique à celui actuel. Donc vous avez un petit peu plus d'eau consommée, mais limitée par la capacité d'apport du matériel. Ce n'est pas les besoins totaux qu'il faudrait pour subvenir aux besoins des cultures. De même sur la vallée de l'Authion, et puis de même pour les 3 fermes vendéennes, avec la particularité que cette ressource devient limitante, même au-delà du matériel, dans les 3 situations vendéennes, et en particulier sur le bocage, où on a vraiment une petite réserve d'appoint déjà aujourd'hui, donc qui est déjà entièrement consommée dans le contexte actuel et qui le sera d'autant plus demain. Alors, par rapport à ces éléments qui peuvent paraître très pessimistes, comment on s'adapte? C'est ce que les groupes ont cherché à faire en se projetant dans le futur, pas forcément évident, mais ils ont eu des réflexions en parallèle, mais qui ont pu converger sur le choix de scénario. Donc, plusieurs groupes ont
proposé de travailler la stabilité de leur système, mais sécurisé par l'irrigation, donc en développant un peu plus de capacité d'irrigation, et notamment par le stockage de l'eau excédentaire en hiver. Car en effet, bon, je ne suis pas revenue sur les évolutions du climat, mais quand on prend les jeux de données Météo France d'RIAS dans le futur, on constate que pour notre région, les quantités de pluie sur l'année ne sont pas inférieures dans le climat futur, elles sont même parfois supérieures, mais la pluie est répartie différemment, ou plutôt l'accentuation que nous avons déjà, d'un phénomène que nous avons déjà d'avoir beaucoup de pluie l'hiver et moins l'été, se renforce dans le futur. Et ajouter à cela l'augmentation des températures estivales, ça creuse le déficit hydrique en été, mais on peut avoir de l'excès d'eau en hiver. Donc la proposition de stocker l'eau excédentaire a été travaillée dans plusieurs groupes. Deuxième type de scénario, c'est le scénario du développement des ateliers. Et pour se développer, soit on développe l'irrigation, mais c'est aussi on s'agrandit et on restructure les exploitations pour absorber la perte de résultats. Donc ça peut être j'agrandis les cultures à élevage constant ou j'agrandis les deux ateliers. L'autonomie alimentaire pour l'élevage donc a été travaillée dans tous les groupes d'élevage, à savoir je fais moins de cultures de vente et je développe plus les cultures pour alimenter mon troupeau, pour pallier le déficit fourrager que j'ai évoqué précédemment. Une variante de ces réflexions autour de l'élevage, c'est l'élevage que j'ai appelé ici extensif. C'est en gros, comme je n'arriverai pas à nourrir mes animaux dans le futur, je vais faire moins de production animale, ou je vais passer du lait à la viande avec des animaux moins exigeants, et je vais développer plutôt la prairie et les cultures de vente en ayant moins d'astreintes sur l'élevage. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt de l'élevage d'ailleurs. Et justement, le scénario végétalisation a été travaillé dans le groupe mayennais en particulier, où le groupe a souhaité, parmi tous les scénarios balayés, explorer un scénario d'arrêt complet de l'élevage et de diversification des productions végétales pour pallier la perte de valeur ajoutée liée à l'élevage, pallier en partie. Une variante à ces scénarios végétales, ce sont le développement des cultures riches en protéines pour l'alimentation humaine. Et enfin, un dernier type de scénario a été travaillé dans la plupart des groupes, c'est celui de la sobriété en eau, à savoir je n'aurai pas plus d'eau dans le futur, j'en aurai peut-être moins, vu la compétition pour les différents usages de l'eau, et du coup je fais le choix d'autres leviers d'adaptation, et en particulier celui de l'agrandissement et de l'adaptation de l'assolement au profit de cultures d'hiver pour éviter d'avoir des cultures qui demandent de l'eau en période estivale de forte demande climatique. Donc voilà tous ces scénarios et nous allons maintenant je vous propose maintenant de faire un focus sur quelques territoires parce qu'on ne pourra pas présenter tous les résultats dans leur exhaustivité, c'est difficile dans le temps imparti. Donc on va tout d'abord se diriger vers la Sarthe où nous avons une exploitation qui, vous l'avez vu en préambule, a été fortement impactée dans le climat futur. Donc c'est une exploitation de 150 hectares qui emploie une unité et demie de travail annuel, 4 poulaillers avec les cultures, de l'irrigation sur 105 hectares, et c'est essentiel aujourd'hui déjà vu le type de sol, puisque nous avons des sols très filtrants, très superficiels, et les cultures pratiquées sur cette ferme sont le maïs, le blé et le colza. Donc ce paramétrage de ferme, je le rappelle, il a été fait avec le groupe des agriculteurs sartois et les acteurs économiques et techniques qui étaient présents dans ce tour de table. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment évoluent les indicateurs dans le futur. En comparaison, ils sont exprimés en relatif avec la période passée récente. Donc je vais les afficher tous. La consommation en eau augmente de 11% par rapport au passé récent, si je ne change rien, hein, on est bien d'accord. Et le résultat économique, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, donc la marge nette, ce qui reste à vivre pour l'agriculteur une fois qu'il a déduit toutes ses charges, est très fortement impacté sur l'atelier production végétale. Hein. On n'a pas intégré la plus-value de l'atelier d'élevage de volailles ici. Le temps de travail est assez stable dans le futur. La petite augmentation vient du fait qu'on renforce le nombre de tours d'eau tant que le matériel le permet dans l'exploitation, dans le futur.
Et puis, j'ai indicé à 100 l'autonomie en azote. Ça va être intéressant de regarder comment évolue cet indicateur dans les autres scénarios proposés pour s'adapter. Et un commentaire sur l'indicateur qui concerne la maîtrise du désherbage. Nous avons déjà aujourd'hui une ferme pour laquelle cet indicateur est assez déséquilibré et défavorable, puisqu'il y a 2 îlots dans cette structure d'exploitation. Un îlot en sable avec l'irrigation, donc sur lequel on fait essentiellement des cultures de printemps pour valoriser l'irrigation. Et du coup, on risque d'avoir des problématiques liées aux graminées estivales et aux vivaces des cultures de printemps. Et puis un îlot sec en argilo-calcaire ou pluvial. Et de ce fait-là, l'agriculteur a tendance à mettre dans cette ferme type plutôt des cultures d'hiver. Donc on a un déséquilibre vers les cultures d'hiver qui va accentuer la pression des graminées d'automne et complexifier le désherbage des céréales et du colza. Donc quels sont les scénarios proposés par le groupe? Je vous propose d'en regarder 3. Donc le premier, on l'a appelé croissance, puisque vous voyez que pour s'adapter et essayer de pallier la baisse de résultats économiques, les agriculteurs ont dit on va, sur notre ferme type, la faire grandir de 50 hectares à main-d'œuvre constante et développer aussi l'irrigation. Alors, c'est pas main-d'œuvre constante, je me suis trompée, je l'affiche maintenant. Il y a un emploi supplémentaire pour absorber cette augmentation de taille et le surcroît de travail lié à l'irrigation, et également le fait que le souhait a été de développer l'élevage avec un doublement des bâtiments poulaillers. Donc on grandit à la fois les cultures et l'élevage pour essayer d'atténuer la perte de résultats économiques dans le futur. De ce fait, on a capacité à irriguer l'îlot argilo-calcaire avec une réserve d'eau ou avec du prélèvement en rivière. Les 2 scénarios ont été testés pour voir l'enjeu. Alors l'enjeu, il est sur le prélèvement dans la ressource, le prélèvement qui augmente de 17%. Si on prélève en été, ça va être plus impactant sur l'usage de l'eau de la rivière Sarthe en été. Si on stocke l'eau hivernale, on limite la pression sur cette ressource en été, mais par contre, la charge de cet ouvrage de stockage a été mis à 100% à la charge de l'exploitation agricole, ce qui explique que le résultat, vous voyez, la marge nette reste assez dégradée, à moins 48%, mais c'est avec l'hypothèse que toutes les charges sont imputées à l'agriculteur. Bien sûr, ces chiffres de marge nette ne concernent que les productions végétales, donc il faudrait atténuer ce résultat par l'augmentation des revenus d'élevage. Le temps de travail est légèrement abaissé ramené à l'unité de travail annuelle, parce qu'on a employé une personne de plus sur cette exploitation. Et on a développé à la fois l'élevage et les cultures de légumineuses dans cette ferme. De fait, l'autonomie en azote est améliorée, puisqu'il y a des ressources des fientes ou au fumier de volaille, et les ressources du soja qui apparaît ici dans l'assolement et qui vient enrichir les sols en azote. Du point de vue de la maîtrise du désherbage, le fait qu'on développe l'irrigation sur les 2 îlots de culture, sable et argilo-calcaire, améliore l'équilibre des rotations avec une rotation plus équilibrée entre périodes de semis d'été et semis d'hiver. Une question se pose toutefois avec cet assolement, c'est est-ce que les cultures produites vont être en adéquation avec les besoins pour les usines d'aliments volailles, puisqu'on fait beaucoup moins de maïs dans cette ferme. Je n'ai pas le temps de vous détailler tout l'assolement, mais pour permettre une augmentation contenue de la consommation d'eau, on a aussi adapté l'assolement en faveur de cultures qui consomment moins en été, à l'exception du soja. Deuxième type de scénario, celui qu'on appelle protéines végétales. Donc dans cette hypothèse-là, on garde le nombre de poulaillers initial, mais on va développer du haricot industriel et des lentilles destinées à la consommation humaine, de manière à gagner en valeur ajoutée sur les productions végétales. Donc j'affiche tout de suite les indicateurs. Du fait de cet assolement retravaillé, on n'a pas il y a un seul îlot irrigué dans cette ferme ici, et donc la consommation en eau est réduite de 30% par rapport à la situation actuelle. La marge économique reste négative, mais nettement moins que la situation sans adaptation.
Et ça s'explique par l'embauche d'un mi-temps supplémentaire pour absorber le surcroît de travail lié à la fois à l'agrandissement et au développement des cultures industrielles. Et du coup, ce salarié, ce mi-temps supplémentaire vient impacter le résultat économique ici, mais le bénéfice, en revanche, c'est un temps de travail moins lourd pour le chef d'exploitation. Donc, il pourra développer une activité connexe à son activité de production végétale. L'autonomie en azote est un petit peu moins élevée que dans la situation initiale du fait de l'assolement. Et l'assolement est un peu plus équilibré, donc moins de pression sur les graminées d'automne dans cet assolement-là. Un point de vigilance quant à l'interprétation des résultats, c'est le fait qu'on n'a pas simulé ici de restriction de coupure d'eau estivale, donc ce qui pourrait arriver dans ce système puisqu'on n'a pas de stockage hivernal de l'eau, et donc on est plus vulnérable aux restrictions d'irrigation estivale du fait de nos cultures. Les haricots industriels en cas de coupure d'eau ne seront pas commercialisables. Donc on n'a pas chiffré cet élément-là. Et dernier type d'assolement, un scénario de sobriété en eau, donc avec beaucoup moins d'eau d'irrigation consommée. Mais pour pallier la pénalité rendement sur les cultures, on a retravaillé d'une part l'assolement et on a encore plus agrandi la structure, avec une main-d'œuvre augmentée également. Donc on a des résultats économiques assez proches du scénario précédent. Un assolement peut-être plus robuste vis-à-vis des coupures d'eau, avec des protéagineux d'hiver et du sorgho à la place du maïs grain. Mais cette fois, un assolement très déséquilibré de par sa capacité, du point de vue de la capacité à maîtriser les mauvaises herbes, puisqu'on a vraiment 2 îlots très spécialisés, culture d'été ou culture d'hiver. La question qui se pose pour les 2 derniers scénarios, ça reste bien sûr les marchés et les débouchés. Comment valoriser les haricots? Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura la demande suffisante en face? Et puis, comment valoriser le sorgho à la place du maïs grain? C'est un nouveau produit qu'il faudra apprendre à travailler et à valoriser pour les opérateurs aval. Donc, je propose, pour conclure sur ce chapitre des grandes cultures, de faire un regard croisé avec la plaine de Vendée. Je ne vais pas détailler les exploitations vendéennes, mais essayer de voir quels sont les atouts et faiblesses de ces exploitations en comparaison ou en parallèle avec l'exploitation sartoise. Donc, en plaine de Vendée, on a une structure avec une unité de main-d'œuvre. J'ai pris la ferme conventionnelle, pas la ferme bio, pour pouvoir comparer à la ferme sartoise. 125 hectares de culture, un peu d'irrigation, et avoir en tête que l'ouvrage de stockage de l'eau d'irrigation est déjà en place, puisque la moitié de l'eau prélevée, déjà aujourd'hui, vient de réserves de retenues collinaires qui permettent de stocker l'eau en hiver. Donc il y a déjà ce système de gestion collective de l'eau qui est un vrai atout pour le secteur sud-vendéen, et peut-être plus un élément de résilience supplémentaire en comparaison avec la ferme sartoise qui prélève 100% en rivière sans avoir de capacité de stockage. À noter que les 2 exploitations ont réussi dans le futur à consolider leurs résultats. Bon, d'une part, j'ai gardé à l'écran les meilleurs scénarios d'adaptation pour la Sarthe, donc un revenu des productions végétales qui est en baisse, mais qui est consolidé par la présence de l'élevage. Et pour l'exploitation vendéenne, une marge nette culture, il n'y a que des cultures sur cette ferme, donc c'est plus simple de faire un résultat consolidé, qui progresse par ce scénario d'adaptation qui est celui de la restructuration et de l'agrandissement pour permettre d'absorber la baisse de résultats dans le futur. Alors bien sûr, ça a un coût. C'est un coût humain, c'est sur le temps de travail qui augmente de 14%. Donc est-ce que c'est soutenable? Les agriculteurs du groupe ont jugé que oui, mais c'est quand même un point d'attention dans le futur. Alors qu'ici, on a plus de confort du fait de l'embauche d'une unité de main-d'œuvre supplémentaire sur la structure, même avec du fait de son agrandissement. Et puis, dans les leviers, les points forts de l'exploitation sartoise, c'est la présence de l'élevage et le développement des cultures de légumineuses proposées dans les assolements futurs, qui amènent un volant d'autonomie en azote, alors que la ferme vendéenne reste très, très dépendante des engrais azotés de synthèse, du fait des cultures qui sont pratiquées, du maïs consommation, du maïs semence et du blé dur. Et puis,
En revanche, cette ferme a des atouts sur l'équilibre de la rotation, donc des atouts sur la maîtrise du désherbage, qu'a beaucoup moins la ferme sartoise. Donc, je vous propose, avant de prendre les questions, de passer la parole à Emmanuel Monger d'Agrial, qui a accompagné deux groupes en Sarthe et en Mayenne. Bonjour à tous, merci Anne-Monique. Oui, donc je voulais vous faire part de notre retour d'expérience sur ces retours Climaveille. Moi je suis Emmanuel Monger, je travaille au service agronomique d'Agrial et je suis en charge du dossier oléoprotéagineux pour la partie technique. Nous avions participé à trois groupes de travail, enfin moi personnellement deux. Donc un Sud-Sarthe dont vous avez eu les contours par Anne-Monique, et puis un Mayenne, Ouest Mayenne, sur des situations polyculture, élevage, l'élevage laitier avec un hors-sol, et sur des situations aussi, enfin des textures de sol plus profondes, hein, pas de problème de réserve utile des sols. Dans la constitution des groupes, on avait essayé de cibler au niveau des groupes de travail des agriculteurs qui avaient déjà plus ou moins des réflexions sur ce changement climatique pour essayer d'être force de proposition dans les différents scénarios qui avaient été proposés et pour avoir une vision assez dynamique dans ces groupes. Ce qui a été le cas, hein. On a quand même eu de très bons retours sur les animations. Je voulais aussi faire part aussi que tous les résultats qu'Anne-Monique vous présente aujourd'hui ont été validés par les agriculteurs, ce qui donne quand même un certain pouvoir au niveau de ces résultats, une certaine force, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est issu d'un simple outil de décision. Parmi sur les retours des groupes, hein, je vais parler à la fois de la Sarthe et de la Mayenne, hein, et Edmonique l'a bien précisé tout à l'heure, il est fait beaucoup part d'augmentation de la main-d'œuvre. Et ça, c'était une réelle questionnement, c'est de savoir où se retrouvait cette ressource de main-d'œuvre. Que c'est vrai que ils avaient ça à l'esprit, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir de la main-d'œuvre facilement? La plupart des scénarios proposent des agrandissements, alors des agrandissements de surface. Par contre, sans main-d'œuvre, c'était peut-être au détriment de l'élevage. Et ça, c'était un fait assez marquant. L'autre fait marquant aussi, c'était d'avoir des solutions durables sur le désherbage. Donc ça, on le vit assez bien aujourd'hui dans quelles que soient les situations. Sur le groupe Sarthe aussi, ce que le retour, c'était donc vous voyez que les besoins en eau vont augmenter. Et ces besoins en eau, quels que soient les coûts, les agriculteurs de ce groupe-là voulaient avoir accès à l'eau. Voilà. Alors peut-être en changeant peut-être leur système, hein, en mettant plus de cultures d'hiver en place et moins de cultures de printemps, mais par contre l'accès à l'eau, au vu de des sols très sableux qu'ils avaient sur cette région-là, l'accès à l'eau est primordial. Donc maintenir quel que soit le coût de l'accès à l'eau. Et puis, là aussi, il y avait, même s'il y a des agrandissements, même s'il y a des évolutions, maintenir une certaine qualité de vie, hein, parce que c'est une approche très sociétale que tout le monde peut avoir aujourd'hui sur leur exploitation. Une chose qui m'avait marqué, moi, c'est dans les propositions des différents scénarios qui avaient été faits par les différents groupes, il n'y avait aucun scénario sur des changements très radicaux. Je pense à une conversion en agriculture biologique. Alors, si on situe au contexte, on était en 2022. On n'avait pas encore trop les effets du frein sur l'agriculture biologique, mais à aucun moment il n'était fait part de ce passage en agriculture biologique, ni sur des changements radicaux, sur des unités de méthanisation, ni des panneaux photovoltaïques. Ça n'a jamais été quelque chose de très, très poussé. Donc voilà pour un peu le retour de cette partie sur les enseignements. Nous enfin à mon niveau et puis en avoir parlé après avec mes supérieurs, ça il y a plusieurs réflexions à avoir sur les enseignements à retirer. Il y a donc on l'a bien vu au niveau de l'exploitation, hein, sans changement, on va moins gagner ou on va atténuer
Sans changement, on ne va pas atténuer les effets du climat. Donc, il faut surtout changer. Donc, à l'échelle de l'exploitation. Par contre, bon, ça, il y a des propositions dans les différents scénarios qui sont proposés pour essayer d'atténuer cet effet pervers du climat. Par contre, ces changements doivent être accompagnés par à d'autres niveaux, ne serait-ce que par les filières. Alors, les distributeurs, enfin les structures, les filières, les industries agroalimentaires, pour développer des débouchés. Je prends un exemple que je connais assez bien, c'est les pois, enfin les protéagineux en général. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de nouveaux débouchés, on est que sur de l'alimentation animale, on ne maintiendra pas les surfaces énormes en protéagineux. Alors, on sait qu'il y a déjà des réflexions qui se font à droite à gauche hein, sur des nouvelles filières, notamment les extractions de protéines. On y réfléchit à notre niveau chez Agrial, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit de façon beaucoup plus importante pour avoir des surfaces à développer sur ces filières-là. Et toujours par rapport aux protéagineux, pour développer des filières, il faut qu'il y ait un soutien au niveau de l'État ou de l'Europe. Aujourd'hui, on a tous vécu plus ou moins des relances de plans protéines qui durent 2, 3 ans, mais au bout de 2, 3 ans, il n'y a plus d'argent en caisse et au final, les surfaces rebaissent, donc ça fait le yo-yo. C'est pas sur des situations très pérennes dans le temps, donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de soutien des filières, c'est très compliqué de maintenir des surfaces en protéagineux. Quand on regarde le coût des graines protéagineuses aujourd'hui, à moins de 300 euros, même avec une plus-value sur des débouchés particuliers, c'est loin d'être une rentabilité économique à l'échelle de l'exploitation. On parle bien je parle bien de résultats technico-économiques. Alors c'est vrai qu'à l'agronomique, après, on en apporte un peu plus d'avantages. Par rapport à tout ça, nous, au niveau d'Agrial, on n'a pas encore mis en application des effets directs de ce projet Climaveg hein, sur les résultats technico-économiques, parce que c'est vrai que Agrial, on est déjà structuré, on a déjà des infrastructures, on a des filières, donc qu'il faut maintenir. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, on a déjà des prospections sur et voir s'il n'y a pas des nouveaux débouchés à avoir sur certaines cultures, avec des cultures innovantes. Et bon, c'est dans les tuyaux, c'est en réflexion. Euh, Par contre, on a quand même travaillé, alors plus ou moins directement à partir de ce groupe Climaveg. Hein, on a mis en place des groupes qu'on appelle, alors c'est un peu presque similaire, c'est des groupes Climactive sur les effets du changement climatique. Alors, on est plus sur l'échelle du carbone, mais ça remet toujours en cause le principe des assolements sur leur exploitation. Euh, on souhaite aussi pour la prochaine campagne présenter ces résultats du projet Climavec à notre échelle auprès des conseillers terrain en association avec la DTE, donc la démarche technico-économique, pour faire le lien entre les résultats actuels des exploitations et mettre l'avenir avec les résultats des Climaveg sur les exploitations futures. Donc ça, c'est en projet pour la prochaine campagne auprès de tous les conseillers terrain de toutes les régions. Et puis, on a aussi présenté cette démarche auprès de la commission prospective. Hein, donc, c'est un groupe d'agriculteurs qui, au niveau de nos élus, qui ont une volonté de voir ce qui est disponible dans les prospections, dans les nouveaux débouchés. Et donc, tous ces résultats-là, je les ai présentés il y a 1 an et demi. Donc, qui peuvent déboucher derrière sur justement des réflexions sur des nouveaux débouchés et des cultures innovantes au sein d'Agrial. Donc voilà pour le retour d'expérience et je vous remercie de votre attention. Merci Emmanuel. Donc pour
voir un peu du côté des exploitations avec un atelier d'élevage bovin, je vous propose de faire une focale maintenant sur la ferme du sud Ille-et-Vilaine qui a été réfléchie par un groupe d'agriculteurs adhérents de la coopérative Eureden. Donc cette ferme, elle a un atelier de production laitière avec 70 vaches laitières. Elle a 120 hectares de SAU, 35 hectares de prairies, 85 hectares de culture, des sols moyennement profonds à profonds, et elle emploie 2 unités de main-d'œuvre. Donc de la même manière, les indicateurs apparaissent à l'écran. On va regarder dans le futur comment évoluent les indicateurs par rapport à la période passée récente. Alors, ces indicateurs sont un petit peu différents pour les fermes d'élevage. On en retrouve des communs aux fermes de culture, mais quelques-uns bien spécifiques aux fermes d'élevage. Donc c'est une ferme qui n'irrigue pas, donc consommation en eau n'a pas de sens ici dans le futur si je ne m'adapte pas. Et vous voyez que l'atelier production végétale est là aussi fortement impacté, à moins 24% de marge nette. Et un point très important, c'est de noter ce qui apparaît dans le petit éclair vert, qui est le taux d'années où on doit acheter du fourrage à l'extérieur. Donc on passe de 15% des années avec achat externe à 35%. Donc c'est vraiment une menace forte sur cette structure d'exploitation parce qu'il n'est pas évident dans le futur de trouver les ressources fourragères à l'extérieur. Du côté des autres indicateurs, on va les regarder plutôt en relatif avec les scénarios proposés. Donc le groupe a proposé un scénario assez simple de maîtrise des charges en se disant que la pratique actuelle dans ce secteur était souvent de labourer. Et donc, ils ont supprimé le labour dans cette ferme de manière à maîtriser ou à réduire les charges de mécanisation. Donc, ça a un impact sur le temps de travail, avec un temps de travail largement réduit, et un impact sur les charges de structure, les charges de mécanisation. Donc, un atelier production végétale qui s'en sort un peu mieux avec ce scénario. Il y a eu aussi, en complément de la maîtrise des charges, une augmentation de la part des protéagineux dans l'assolement, souhaitée par le groupe, donc avec une autonomie en azote un petit peu augmentée de ce fait-là. Mais la contrepartie, c'est qu'on a plus de cultures d'automne dans l'équilibre de la rotation, donc un peu moins, une rotation plus tournée culture d'automne qui va potentiellement poser plus de difficultés de désherbage. Donc voilà un de ces premiers scénarios testés. Du moins impliquant au plus impliquant, il y en a un deuxième ici qui apparaît, qui a consisté à vraiment restructurer les exploitations sur le territoire avec la reprise de 134 hectares et le développement des cultures de vente d'hiver. Donc on reste à élevage constant et à structure herbagère constante, donc ce qui fait que la part de prairie dans le paysage diminue parce que pour reprendre les 130 hectares, c'est reprendre une ferme peut-être équivalente à celle-ci en partie et de développer les cultures de vente. Donc, ce qui peut choquer, c'est ce chiffre-là, de très forte augmentation sur la part des cultures dans cette ferme, qui s'explique en fait par les primes PAC, on passe d'une part de 40% de culture de vente à 70% de culture de vente dans cette structure-là. Donc, une augmentation des résultats essentiellement due à l'augmentation des primes PAC, parce que les rendements sont quand même impactés dans le futur. Un point satisfaisant en revanche, c'est que le bilan fourrager est nettement amélioré dans ce cas-là, puisqu'on est sur un taux d'année à achat de fourrage à l'extérieur de 10% seulement, alors que sur le scénario précédent, on n'avait pas corrigé le problème ici. Et une autonomie en azote et une capacité à maîtriser les mauvaises herbes qui se trouvent dégradées, là encore du fait de l'assolement qui favorise plutôt les cultures d'hiver et les céréales. Et dernier type de scénario testé, c'est celui qui peut ressembler au scénario présenté précédemment de développer l'irrigation. Donc cette ferme n'irrigue pas aujourd'hui, mais on pourrait imaginer une retenue collective partagée à plusieurs éleveurs qui permettent d'assurer le rendement d'une partie de la sole fourragère de l'exploitation. Donc ici, la réserve d'eau permet d'arroser, d'irriguer 15 hectares de maïs fourrage qui sont consommés, ces 30 000 mètres cubes d'irrigation sont consommés dans le futur pratiquement à 100%, une année sur deux. Donc ils sont vraiment utiles pour permettre de maintenir la production de fourrage à un niveau satisfaisant qui permette l'équilibre du bilan fourrager.
Donc, ce scénario a permis d'atténuer la baisse sur l'atelier production végétale et de permettre d'alimenter le troupeau. La contrepartie, c'est que ici, comme on est à taille d'exploitation constante, on n'a pas augmenté la surface dans cette hypothèse-là, et on augmente le temps de travail. En revanche, on reste équilibré sur les deux indicateurs, autonomie en azote et maîtrise du désherbage. On reste proche de la situation actuelle. Donc, un regard croisé avec une autre exploitation d'élevage, ça va paraître un peu baroque, mais j'ai proposé de le regarder, cette exploitation, à la lumière de celle du bocage vendéen. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'on n'a pas du tout la même structure d'exploitation. En Vendée, on est sur 210 hectares, avec une grande surface en prairie et 120 vaches laitières et une petite réserve d'irrigation. Donc, une ferme essentiellement tournée vers le lait, avec une part de culture de vente qui représente 30% des résultats d'exploitation, contre 42% ici en Ille-et-Vilaine. La particularité, c'est que les deux groupes ont travaillé sans se concerter, bien sûr. Ils ont eu des scénarios propres à chaque groupe. Pour l'Ille-et-Vilaine, il y a eu le fameux scénario restructuration ou agrandissement de 134 hectares que j'ai présenté précédemment, avec adaptation de l'assolement en faveur des cultures d'hiver. Pour la Vendée, il y a eu un scénario élevage extensif, où là, en revanche, on a choisi de réduire la production laitière, donc de passer à 80 vaches plutôt que 120. Donc on revient sur des structures d'élevage plus proches de celles de l'Ille-et-Vilaine. Et on développe plutôt l'herbe et les cultures de vente, et moins les fourrages annuels. Donc ça, c'est des scénarios propres et des trajectoires explorées par des groupes très différentes d'un groupe à l'autre. En revanche, il y a eu deux trajectoires communes, sans qu'ils se soient concertés. L'élevage sécurisé, donc c'est-à-dire je fais moins de culture de vente pour permettre d'assurer l'alimentation du troupeau. Je redéploie l'assolement en faveur des cultures de fourragères. Et autre scénario, la stabilité de la structure par le développement de l'irrigation. Donc on l'a vu pour la ferme du 35, et c'est un scénario qui a été aussi envisagé dans le groupe vendéen. Donc c'est intéressant de voir que sans se concerter, les trajectoires d'adaptation explorées peuvent être communes. On peut se dire aussi que la ferme d'Ille-et-Vilaine, dans ce scénario ici, a fait ce qui s'est déjà passé en Vendée finalement, puisque la restructuration, on peut considérer qu'elle a déjà eu lieu, avec une ferme plus grande et qui emploie 3 unités de main-d'œuvre et qui irrigue déjà. Alors, je vous propose de regarder les indicateurs ou les atouts et faiblesses de ces deux fermes sur la base de la comparaison des deux scénarios qui ont conduit à développer l'irrigation. Bon, donc les indicateurs agronomiques de la part de prairie dans l'assolement et de la capacité à maîtriser les mauvaises herbes ne bougent pas par rapport à la situation actuelle dans les deux fermes. Je ne vais pas les commenter. Ce qui peut être intéressant à regarder, c'est la capacité à développer l'irrigation. En Vendée, on a déjà un savoir-faire, on a déjà une réserve d'eau. Donc l'idée, c'était de la développer davantage. Le groupe a jugé que c'était envisageable sur cette partie du territoire vendéen. La ferme d'Ille-et-Vilaine, c'est une réflexion qui est plus délicate parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'irriguer dans ce secteur-là. Et puis, ils ont du mal à se projeter et à imaginer qu'on puisse développer ce type d'ouvrage dans le territoire breton. Du côté du temps de travail, le fait d'avoir développé cette irrigation engendre un surcroît de travail qu'il va falloir absorber et qu'on ne voit pas dans le scénario équivalent en Vendée. Et en revanche, du côté des résultats économiques, les deux scénarios permettent d'équilibrer ou de vraiment minimiser la perte sur les productions végétales et de permettre l'autonomie fourragère des deux élevages et donc de poursuivre l'activité d'élevage dans les deux structures. Donc, de même, je vais laisser la parole à Muriel Gagnon, qui a accompagné ce groupe d'Ille-et-Vilaine et qui va pouvoir témoigner de la dynamique de groupe qui est en cours de travail. C'est un groupe qui est un petit peu moins avancé, qui n'a pas fini son travail. Muriel. Mais bonjour à tous. Effectivement, donc moi je travaille au sein de la coopérative agricole Reden et je suis animatrice de groupe de progrès culture. Donc, il faut savoir que pour ce programme Climat-Veg, nous, on a mis à disposition 2 groupes de progrès
Donc un situé en Centre-Bretagne et puis le second Sud-Ille-et-Vilaine dont Anne-Monique vient de présenter une partie des résultats. Ces groupes de progrès, juste pour le contexte, c'était des agriculteurs qui avaient une expérience de 3 ans de travail ensemble parce qu'ils étaient en démarche de diminution d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, c'était des groupes éco-phyto qui, au bout des 3 ans, avaient vraiment l'expérience du travail de groupe et de l'échange et avaient la volonté dans les deux groupes de retravailler la diversification des cultures. Donc, ce projet, en fait, il permettait à la fois de le travailler ça, mais sous l'angle du changement climatique. Alors, pour ce qui concerne le ressenti et le vécu des groupes, côté Sud-Ille-et-Vilaine, il faut avouer que pour les agriculteurs, ça a été une prise de conscience qui a été douloureuse, un petit peu quand même, sur le changement climatique qui était déjà là, il était déjà impacté, et voir que dans le futur, ça allait encore s'accentuer. Juste aussi, une des rencontres, elle a eu lieu la veille des mobilisations des agriculteurs. Donc voilà, on était dans un climat aussi de morale qui était particulier. Ce qui a été surprenant pour nous, au regard des travaux de ces deux groupes, c'est à quel point le territoire qui est impacté par le changement climatique, c'est-à-dire le Sud-Ille-et-Vilaine, sur les 6 scénarios qu'ils envisagent, ils maintiennent l'élevage. Dans tous leurs scénarios, ils ont maintenu l'atelier laitier. Et du coup, en parallèle, ce qui est surprenant, le territoire Centre-Bretagne, qui est moins impacté, donc lui, son ressenti a plus été des opportunités de nouvelles cultures pour leur territoire. Et eux, à l'inverse, sur 6 scénarios également, il y en a 3 pour lesquels ils ne maintiennent pas l'atelier laitier. Donc là, on est sur un résultat qui était surprenant, qui est même un peu plus de l'aspect sociologique, quoi. Pourquoi quand pourquoi on choisit ou pas de garder cet atelier qui, sur notre région, est quand même assez important. Donc ça, c'était pour le ressenti des groupes. Après, du coup, ce travail établi par ces deux groupes, on a voulu en faire bénéficier nos autres groupes de progrès parce qu'on en a plusieurs sur la région. Et l'enseignement qu'on en a pris, c'est que en proposant cette thématique aux autres groupes, on a voulu y ajouter des leviers positifs pour que quand ce sujet-là soit abordé, il y ait quand même des perspectives. Alors, ça pouvait être les leviers génétiques, ou enfin, contrebalancer un petit peu pour préserver un peu nos agriculteurs. Et donc, l'enseignement principal dans ce travail, c'est l'enjeu de l'eau sur la région, l'enjeu de l'eau pour la pérennité des productions et du coup au service aussi du maintien possible de l'élevage. Voilà. Merci Muriel. Donc, ça fait une bonne transition parce qu'effectivement, pour synthétiser ces coups de projecteur sur quelques fermes, je vous propose quelques mots-clés. Donc, tout d'abord, chacun des groupes a été en mesure d'identifier des leviers qui permettent d'atténuer les effets du changement climatique, au moins d'un point de vue des simulations qu'on a pu faire. La maîtrise des coûts de production, bien sûr, ça va mieux en le disant, mais c'est un élément stratégique pour absorber les aléas climatiques. Après, la diversification des cultures au profit des cultures d'automne et des oléoprotagineux, vous avez vu que c'est un levier qui a souvent été actionné, qui peut poser certaines questions en termes de résilience agronomique et d'adéquation aux demandes des marchés. Donc, ça a été évoqué par Emmanuel aussi. Donc, on y reviendra si vous avez des questions, mais c'est des points de vigilance sur l'équilibre des rotations, même si on n'a pas mis à tout crin des oléoprotéagineux, on a
on s'est efforcé de garder des rotations crédibles pour faire nos simulations. L'agrandissement, alors certes un levier qui paraît naturellement dans l'ensemble des groupes ou dans beaucoup de groupes, mais il y a des points d'attention à avoir au regard de ça, le temps de travail et l'astreinte sur les exploitations. Et puis aussi derrière ça, eh bien, il faut avoir en tête que c'est la restructuration et donc de la perte d'emplois directe et indirecte sur les filières aval et amont. La capacité à maintenir l'irrigation, ça a aussi beaucoup été relayé ce matin. Mais ça pose la question de la capacité du territoire à fournir une ressource pour tous les usages de l'eau, aujourd'hui mais aussi dans le futur. Et ça pose du coup la question d'une stratégie d'investissement moyen à long terme autour du stockage de l'eau hivernale. Et puis, dernier élément, l'assurance de l'autonomie fourragère. Ça passe par la réduction ou par l'orientation des surfaces vers l'alimentation du bétail. Et du coup, la question est de la réduction des volumes collectés, des volumes de céréales, de cultures collectées, et donc une perte de valeur ajoutée pour les filières production végétale qu'il faudrait intégrer dans la réflexion. Et enfin, les scénarios les plus en rupture que nous avons étudiés, qui passent par l'arrêt de l'élevage ou la forte baisse de l'élevage ou l'arrêt des cultures spécialisées. Alors, je m'y suis pas trop attardée aujourd'hui, mais on y reviendra dans un autre webinaire le 20 janvier prochain sur la vallée de l'Authion. Eh bien, derrière, il y a des enjeux en termes de perte de valeur ajoutée de l'activité économique amont-aval, et puis aussi des enjeux en termes de durabilité agronomique avec des structures qui ne bénéficient plus des ressources organiques de l'élevage, par exemple, et donc qui vont être moins résilientes au plan agronomique et technique. Donc, tout ce travail-là, peut-être avant d'aborder un point de question, vous avez les éléments à gauche qui vous présentent ce qu'on a été capable de faire avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Il y a quelques éléments qu'on a été obligé d'appréhender plus par expertise que par simulation. Bon, d'une part parce que toutes les cultures ne possèdent pas de référencement suffisant pour modéliser les rendements sous contrainte hydrique. Donc on s'est appuyé sur l'expertise des différents acteurs de ce travail. On a aussi complété la modélisation du bilan hydrique sur certaines cultures et je remercie les partenaires techniques qui y ont contribué. Comme l'a dit Muriel, on est peut-être un peu pessimiste parce qu'on n'intègre pas certains éléments de progrès, notamment l'évolution technique, les évolutions du progrès génétique, de la capacité à irriguer mieux avec une meilleure efficience de l'eau. Mais on n'a aussi pas intégré tous les aléas du climat. On a intégré essentiellement le déficit hydrique et qualitativement d'autres enjeux comme l'excès d'eau hivernale que l'on a connu fortement cette année. Et donc ça n'est pas intégré dans la modélisation. Donc c'est aussi un point à avoir en tête. Et enfin, les impacts de l'évolution du climat sur les productions animales n'ont pas été modélisés ici. Mais nous nous sommes essentiellement centrés, vous l'aurez compris, sur les productions végétales. J'arrête de parler, je vous laisse la parole pour vos questions. Alors, a priori, on a Teams qui nous joue des tours aujourd'hui et qui rendrait le chat inaccessible ou difficilement accessible aux participants. Alors, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à lever la main. J'ai vu une main levée et à ouvrir vos micros, du coup, pour la poser en direct. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Sylvie, je crois, très rapidement. Donc, Alexis, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser les questions. Ou alors, vous ne pouvez pas ouvrir vos micros? Alors ça, c'est bien dommage. Fabienne? Fabienne? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, moi je suis un peu étonnée parce qu'effectivement, je m'attendais à vraiment des scénarios plus de rupture. Donc on part beaucoup sur l'irrigation et la question que je me posais, donc mon expérience sartoise m'a permis de comprendre que ce serait quand même pas simple si tous les agriculteurs demain voulaient avoir recours à l'irrigation, puisque forcément on ira vers des quotas et que plus il y a d'irrigants, moins il y a d'eau à distribuer. Donc, première question. Et même sur la Vendée, où effectivement, ils ont eu la chance dans les années 2010
de pouvoir s'équiper de réserves. Ce sont quand même des outils qui sont très, très, très onéreux à mettre en place. Je ne suis pas sûre qu'on pourra en mettre partout, en Sarthe notamment. Et même, je me demande si tous les ans, ils arrivent à remplir leurs réserves de manière à pouvoir irriguer autant qu'ils peuvent. Donc ces scénarios où on augmente l'irrigation me surprennent un peu. Et je trouve dommage qu'on ait eu une seule ferme qui parlait de ne plus travailler le sol, par exemple. On sait que maintenant, avec le travail du sol, les rotations, on peut quand même améliorer la structure et économiser de l'eau. Et on n'a pas vu de scénario qui partait plutôt vers ces choses-là. Donc, je suis un peu étonnée quand même. Bon, alors, il y a plusieurs éléments dans la question. Je vais peut-être partir du travail du sol. On est, alors déjà, il faut peut-être relativiser l'effet du travail du sol sur l'augmentation du réservoir, parce que l'enjeu il est de 10 à 15%, donc c'est pas, ça va, enfin 10%, c'est pas un enjeu très fort, donc ça peut représenter un tour d'eau dans les références dont nous disposons. Donc cet arrêt du travail du sol avait plus été proposé pour réduire les charges. C'était pour absorber la baisse de résultats. Et dans une ferme qui ne le faisait pas du tout, sachant que dans les fermes ligériennes, on avait déjà intégré une part de simplification du travail du sol. Donc c'était déjà présent et en place dans les exploitations. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été reproposé, au moins pour celle que j'ai présentée ce matin. Après, sur la consommation en eau d'irrigation, il faut peut-être relativiser. Alors, c'est difficile de tout présenter ce matin, mais ça n'allait pas sur des augmentations de consommation complètement délirantes. On est resté raisonnable. Et justement, les agriculteurs ont été très raisonnables. Par exemple, je peux prendre le sud Vendée. Il n'y a aucun scénario d'augmentation du stockage de l'eau en Vendée. Ils ont considéré que ce qui était en place, il n'y avait pas à ajouter. Donc, ils ont plutôt actionné le levier de restructuration des exploitations, qui pose d'autres questions, mais à structure d'eau, d'accès à l'eau constante, voire même moindre, puisqu'on a des scénarios où on a baissé l'accès à l'eau et on a regardé les impacts économiques. Donc, tout est disponible pour reprendre la réflexion. Pour la Sarthe, c'est vrai que c'est une exploitation qui est en vallée de Sarthe avec des sols de sable très importants. Donc, c'est peut-être pas le cas de toutes les exploitations sartoises. Et du fait de cette structure de sol dans l'exploitation, c'est sûr que déjà même aujourd'hui, sans l'accès à l'eau, on peut difficilement cultiver sans un minimum d'irrigation. Et l'infrastructure irrigante est déjà en place dans ces régions. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter, le scénario qu'ont favorisé les agriculteurs, qu'ont privilégié, on leur a demandé à la fin vers lequel vous iriez plutôt dans toute la panoplie des scénarios. Ils ont dit celui où on sécurise notre accès à l'eau, c'est-à-dire on est prêt à investir sur un ouvrage de stockage pour ne pas prélever en période d'étiage et abaisser la pression sur la ressource en été. C'était plus ça, même en intégrant le fait ça allait coûter cher et que le résultat allait être fortement impacté. Donc voilà ce que je peux retracer. Après, les scénarios de rupture, on n'en a peut-être pas fait aussi pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas les éléments pour le chiffrer. Si je fais des panneaux photovoltaïques, ce qu'a évoqué Emmanuel, ou si je fais arachide ou des cultures exotiques, on n'a pas les éléments pour chiffrer les impacts économiques. Donc on s'est arrêté à ce qu'on savait faire aujourd'hui. Donc c'est une des limites du travail aussi, bien sûr. Merci, Monique. Je ne sais pas si je peux compléter, mais effectivement, pour venir dans ce domaine, il y avait des choses, comme disait Anne-Monique, qu'on pouvait pas chiffrer. C'est pareil, tout ce qui était un peu culture associée, tout ce qui était impact découvert, enfin, tous ces choix un peu agronomiques qui peuvent avoir un petit effet, on ne pouvait pas forcément les chiffrer, donc c'est pas forcément des choses qu'on a simulées derrière. Merci pour le complément. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'Alexis Théval avait levé la main. Oui. Oui, bonjour. Moi, ce que je voulais savoir, c'est où est-ce qu'on pouvait retrouver justement toutes ces synthèses qui ont pu être faites sur chacune des exploitations et si on avait plus de détails justement sur ces synthèses. Et voilà.
Alors, en fin de webinaire, on va vous donner l'accès aux livrables, hein. Effectivement, il y a des fiches de synthèse, une par exploitation, donc qui donnent déjà un certain nombre d'éléments. Et si vous vouliez en savoir plus, faut pas hésiter aussi à nous contacter, partenaires du projet, parce qu'on a un rapport très détaillé sur chacune des fermes, avec le plus d'éléments de détail. Merci. J'avais vu une main levée tout à l'heure, Sylvie et Maëlys. On reste muette. Bien, on pourra... Ah, Fabienne. Oui. Oui, bonjour Fabienne Launay, de l'Institut de l'élevage. J'avais une question, mais alors j'étais pas là au début de la réunion, donc peut-être que c'est non avenu. Est-ce que du coup vous avez aussi évalué les conséquences, vous avez eu le temps d'évaluer les conséquences sur l'atténuation au changement climatique des différents propositions et scénarios, ce volet-là, là, parce que voilà, j'ai vu des petites choses, mais je sais pas si ça a été fait systématiquement. Merci pour ta réponse. Alors non, oui, clairement non, on n'a pas été faire des bilans carbone, hein, dans le travail. Ça aurait demandé de faire appel à d'autres outils de modélisation qu'on n'a pas fait tourner. Donc ça pourrait être un complément de travail, mais c'est pas fait aujourd'hui. Merci. Alors peut-être pour rester dans le timing, on va enchaîner sur la partie filière, extrapolation au territoire. C'est un deuxième volet de l'étude. Et puis, s'il nous reste du temps, on prendra quelques questions à la fin de ce dernier petit chapitre de la présentation. Solène, si ça te paraît OK. Parti. Voilà, donc dans le projet, il y avait une dernière étape qui était une preuve de concept, de voir si on était capable de passer d'une ferme type ou d'une exploitation, de l'échelle de l'exploitation agricole, au petit territoire ou au plus large territoire. Donc c'est pas un exercice simple à faire, hein, faudra être indulgent. On l'a conduit avec des acteurs vendéens. On a travaillé avec la CAVAC, la Chambre d'agriculture et Terre Innovia, dans la poursuite du travail présenté juste avant, en se disant si on essaye d'élargir au département vendéen, que se passe-t-il? Donc pour alimenter ce travail, on a fait un certain nombre de préparations de documents de synthèse que je vais vous présenter et qui ont été analysés ou partagés dans le cadre d'un atelier de réflexion prospective que nous avons réuni le 17 novembre dernier à Fontenay-le-Comte. Donc on y reviendra, mais vous dire d'ores et déjà que cet atelier a réuni 25 personnes avec tous les maillons de la filière, depuis la production, donc les agriculteurs, jusqu'à la première transformation, donc en passant par la collecte. Et ces 25 personnes ont réfléchi aux questions qui apparaissent à l'écran. L'idée, c'était de s'interroger sur la durabilité ou l'évolution, les adaptations à faire vis-à-vis du changement climatique pour les filières de production végétale. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour passer de quelques fermes type vendéennes, deux au sud et puis une au nord, au département de la Vendée. Donc c'est peut-être un peu gonflé de notre part, mais on s'est prêté à l'exercice, hein, pour voir si c'était envisageable de travailler comme ça. C'était plus une preuve de concept qu'une boule de cristal, hein, je tiens à le dire. Donc on est parti des surfaces de culture par petites régions agricoles à partir du RPG 2021. Donc ce qui vous donne, je le fais pour ceux qui ne connaîtraient pas la Vendée, une Vendée coupée en deux ou en trois même. Il ne faudra pas se fâcher pour les Vendéens qui m'écoutent, mais en gros le Nord Vendée avec une ferme orientée production végétale et production animale, et qui ressemble à notre ferme Bocage, hein, de fait, puisqu'elle avait été construite dans ce territoire-là. Donc ça, c'est vraiment les données du RPG. Et puis une ferme Sud-Vendée, qui est plutôt pleine de Vendée, à vrai dire, que marais. Mais quand on prend tout le Sud-Vendée, plaine et marais, voilà la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, et qui produit la moitié des céréales collectées en Vendée, alors qu'elle ne représente cette zone qu'un tiers du territoire. À noter aussi la particularité, c'est qu'on a
pas mal d'exploitations qui se sont converties à l'agriculture biologique dans les années 2000 et donc sur le sud Vendée également. Donc vous avez l'assolement type issu du RPG ici aussi. Donc que avons-nous fait? On a pris ces fermes RPG et on les a projetées dans le futur avec les résultats issus de nos simulations sur nos quelques fermes types travaillées précédemment. Donc on a répercuté la baisse de production des cultures dans le climat futur 2040-2060 sans les adapter et en regardant ce que ça allait donner, en consolidant donc les volumes produits pour chacun des territoires, le nord et le sud Vendée, au regard de ces baisses de rendement. Donc ça donne ça. Il ne faudra peut-être pas prendre les chiffres pour argent comptant, c'est plus pour aider à la réflexion de l'atelier prospectif que l'on a conduit ensuite. Donc retenez que la collecte du grain au sud Vendée serait abaissée de 5%, avec une consommation de l'eau stockée dans les réserves de 20%, parce que là aujourd'hui il y a un certain confort dans l'accès à l'eau, donc il serait beaucoup plus soumis à contraintes dans le futur avec une augmentation de 20%. Et puis pour le Nord Vendée, une collecte qui est là très fortement impactée. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on n'a pas l'équilibre fourrager suffisant dans le futur, donc tout le maïs de cette zone va être orienté maïs fourrage. Il n'y a plus de collecte de maïs grain dans le futur. Donc ça impacte fortement la collecte. Et si on consolide à l'échelle du département, ça peut donner des chiffrages comme ça, qui, je le répète, ne sont pas à prendre à la virgule près, mais plus dans les volumes ou les ordres de grandeur, avec un fort impact de l'adaptation de l'orientation fourragère du maïs sur la collecte de maïs grain. Ensuite, nous avons exploré 3 trajectoires d'adaptation. Une première qui apparaît ici, qui consiste à se dire qu'au sud Vendée, la ressource en eau est stable, puisque les réserves sont déjà faites, on ne pourra pas en faire davantage, et on ne prélèvera pas plus en été. Et en revanche, elle est peut-être développable au nord. Donc ça, c'est une trajectoire première qui permet d'alimenter le troupeau, les troupeaux, donc de garder l'activité animale et de maintenir la collecte au niveau actuel, avec une très légère augmentation ici. Mais donc ça, en reprenant le scénario ou les scénarios d'adaptation proposés dans les groupes qu'on applique au nord Vendée et au sud Vendée. Deuxième trajectoire explorée, c'est celle d'une ressource stable, donc pour l'eau d'irrigation. Donc on ne développe pas du tout l'irrigation. Donc on reste sur une collecte impactée comme quand on ne s'adapte pas. En revanche, on arrive à nourrir le troupeau et de maintenir le cheptel sur la zone. Mais c'est au détriment de la collecte de maïs grain, comme on l'a vu précédemment. Donc là, il y a eu à la fois réadaptation de l'assolement et pour l'orienter vers les productions fourragères. Et la dernière trajectoire, c'est celle qui avait été explorée par le groupe du Nord Vendée, qui consiste et le sud Vendée d'ailleurs, qui consiste à se dire qu'il y aura moins d'eau disponible pour l'irrigation au sud de la Vendée et que l'on va réduire la production de lait et de viande au nord pour permettre déjà une meilleure qualité de vie, parce que dans ce groupe, il y avait pas mal de discussions autour des astreintes, puis aussi donc du coup de maintenir les productions végétales plutôt que les productions animales. Donc ça permet d'atténuer la baisse sur la collecte, de garder un troupeau mais réduit et donc de pouvoir le nourrir, avec plus de prairies, plus de cultures de vente, et donc une collecte légèrement impactée, mais qui reste, la baisse reste contenue dans le cas de ce scénario. Un seul point d'attention, c'est qu'on a passé tout le maïs, pratiquement tout le maïs grain en sorgho grain, qui est plus résilient vis-à-vis des restrictions ou des baisses de disponibilité en eau l'été. Donc je laisse la parole à Delphine qui pourra vous faire un retour sur l'avis du groupe de l'atelier et la production de l'atelier filière du 17 novembre dernier. Donc bonjour à vous tous, donc Delphine Molena, donc je suis responsable du territoire Vendée Sud à la Chambre d'agriculture. Donc effectivement, lors de cet atelier, en plus de présenter aux 25 participants le climat futur et puis les petits scénarios qu'on a qui vous a été présenté précédemment, on les a fait aussi travailler un peu sur leur vision
leur vision de la filière grande culture en Vendée dans les années 2040-2060. Donc c'était un peu une projection. Donc c'était un peu un atelier prospectif partagé par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient amont, aval, agriculteurs, collectivités, voilà. Donc pour un petit peu partager ce sort de diagnostic qui a été fait. Donc je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est les résultats un peu de ce petit atelier. On les avait fait travailler par post-it. Donc vous voyez, 4 couleurs, plusieurs possibles de chaque couleur, et chacun devait mettre un peu à la fois les atouts et les faiblesses de l'agriculture vendéenne aujourd'hui, notamment sa partie culture, mais en ayant quand même un peu cette approche globale, et puis se projeter dans les années 2050 et quelles étaient à la fois les menaces et les points de vigilance, mais également les opportunités sur lesquelles on pouvait travailler demain. Donc là, c'est un petit peu le bilan de ce qui est ressorti de la synthèse. Donc pour ce qui est des atouts, il faut quand même reconnaître que le département vendéen est quand même un département à vocation agricole et culture assez importante. On a un climat océanique qui est tempéré, donc qui est quand même plutôt favorable. On a une vraie complémentarité, comme on l'a vu précédemment, entre culture et élevage, donc avec les cultures plutôt au sud et puis l'élevage de façon importante dans le bocage, ce qui fait que c'est une vraie chance pour tout ce qui est fertilité des sols, avec présence notamment d'apports organiques et puis de prairies dans les rotations. On a une présence en eau par l'irrigation qui est importante, mais également on a tout un système de parcelles drainées, aussi bien dans la partie marais que dans la partie bocagère, qui nous permet d'avoir une diversité de production. Par-dessus ça, on a un vrai savoir-faire et des filières vendéennes qui existent, hein. Donc, on a une filière bio qui est quand même assez importante. On a des filières semences. On a une diversité quand même de débouchés qui est une force aujourd'hui. Et puis, par la structuration de l'aval, c'est vrai qu'on a à la fois la proximité des unités de transformation, notamment pour tout ce qui est alimentation animale et tout. Et puis, on a la proximité du port de la Palisse, qui fait que voilà, aujourd'hui, on est quand même dans un secteur agricole qui est dynamique, qu'on a jugé adaptable et agile. D'un autre côté, on a aussi quand même des faiblesses, comme partout. Donc, on a des sols qui sont fragiles également aussi par tout ce qui est excès d'eau. Malgré des zones qui sont drainées, tout n'est pas drainé. On a la montée des eaux qui peut être importante. On a des excès d'eau l'hiver. Alors, ça a été surtout marqué forcément cette année avec des risques de tassement. On a un déficit hydrique, notamment l'été, qui est déjà présent aujourd'hui. Donc forcément, en 2050, il va s'accentuer. Donc on a une vraie dépendance à l'eau et un besoin de stockage. Donc ce qui a déjà été fait dans le sud Vendée, mais qui mérite encore d'être travaillé dans le bocage. Donc voilà, c'est déjà quand même une faiblesse, c'est qu'on a quand même besoin d'eau. On a des sols qui sont en fait relativement assez superficiels, donc des réserves utiles qui sont pas toujours, pas partout importantes. On a un contexte de production qui est instable en grande culture. On est quand même très dépendant en prix de vente. Donc, on sait que ça vient fragiliser ce système-là. On a des rendements qui peuvent être variables d'une année sur l'autre. En faiblesse, on a aussi une région touristique en Vendée, donc avec une forte pression sociétale sur l'agriculture et puis forcément des enjeux de cohabitation, notamment vis-à-vis de l'eau, mais autres, fonciers et tout, qui est importante. Et puis, on a aussi des divergences de territoire, c'est-à-dire que les demandes de la plaine et du marais sont différentes de celles du bocage, donc il faut aussi emmener tout le monde au même endroit. Donc maintenant, si on se projette à demain, les menaces, et ben clairement, le changement climatique va être une vraie menace pour notre territoire vendéen. Aussi bien avec des déficits estivales qui vont être encore plus forts, qu'avec des excès d'eau hivernales qui peuvent être importants. Donc voilà, aussi bien dans plus d'eau l'hiver et puis plus de sec l'été. On dit aussi que ça peut nous amener des nouveaux bioagresseurs, maladies, insectes. Voilà, on voit qu'on est en perpétuel changement sur tout ce qui a été un technique. Donc ça revient à tout ce qui est accès à l'eau, contrainte, qui risque encore de s'amplifier. On a aussi, je ne sais pas si ça a été mis là, mais tout ce qui est l'évolution du trait de côte et potentiellement des pertes de terres agricoles qu'on peut avoir avec la montée des eaux dans toutes les zones, des zones littorales. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait qu'il faut travailler dans les prochaines années, en plus de la pression foncière des villes et puis du tourisme.
On a dans les simulations, c'est vrai, une filière d'élevage qui risque d'être en décroissance. Donc, si on perd de l'élevage, on va perdre tout notre volant fertilité organique et donc on va augmenter notre dépendance en engrais. Et ça, c'est vrai que ça va être un problème parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est déjà une problématique qu'on a, notre débondance aux engrais. Et puis, du coup, on va perdre aussi les débouchés alimentaires pour tout ce qui est alimentation du bétail. On sait qu'en plus, on a des débouchés vers l'export qui sont de plus en plus concurrentiels, notamment par rapport à tout ce qui est origine céréales, mer Noire. Voilà, donc potentiellement, on peut être amené dans nos menaces à se dire dans les années 2050, on aura une baisse de la production agricole et de la valeur ajoutée. Après, on a essayé aussi de regarder forcément les opportunités pour se projeter de façon un peu plus optimiste et puis voir du coup vers où fallait aller, comment est-ce qu'on pouvait adapter nos filières, nos projets. Donc déjà, on s'est tout dit qu'il y avait déjà une réelle prise de conscience collective des enjeux liés au changement climatique. Donc c'était bien et que c'est une opportunité de le travailler aujourd'hui et en amont. On a vu que l'opportunité de développer l'eau était vraiment importante. Et je sais que là, le jour de cette réunion, il y avait des gens, par exemple, du conseil départemental qui étaient présents et qui ont vraiment trouvé les scénarios importants parce que je pense qu'en Vendée, on sait que l'accès à l'eau est important, mais qu'il faudrait encore, dans l'idéal, la développer, notamment dans les zones du bocage. Que l'offre climatique nous induira peut-être des nouvelles opportunités de filière. Peut-être qu'on pourra produire des cultures qui se faisaient plus dans le sud de la France, en Espagne. Voilà, donc il y a peut-être des opportunités de nouvelles filières qu'on pourrait sécuriser parce qu'on a déjà l'irrigation et voilà, qu'il y a un souhait de la maintenir. Donc on se dit, voilà, vers quelle filière on peut travailler et ça donne des idées de recherche là-dessus. Les agriculteurs notamment et puis la filière qui étaient, enfin les gens qui étaient présents là et avaient aussi confiance sur le progrès agronomique et puis les innovations notamment génétiques en disant que demain on aura peut-être des plantes qui seront plus adaptées au changement climatique et que ça va nous aider à mieux résister. Il y a aussi une volonté de croire qu'on va encore pouvoir optimiser la gestion de l'eau avec des outils de pelletage, du matériel d'irrigation qui est de plus en plus performant. Et puis, il y a aussi une opportunité d'une demande alimentaire qui est de plus en plus forte et pourquoi pas d'énergie verte. Donc voilà un petit peu les éléments qui ont été dits. Ça a permis d'amener pas mal d'échanges. Il y a eu des débats animés et ça donne des éléments de réflexion pour construire l'agriculture vendéenne de demain. Voilà. Merci Delphine. Peut-être, Solène, là c'est toi la maître du temps. Est-ce qu'on a 1 minute ou 2 pour prendre quelques questions complémentaires?